Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le titre vous a peut-être intrigué. It's all psych folks, tout simplement, cela signifie que je vais vous parler et vous illustrer en une dizaine d'albums, et oui, seulement une dizaine d'albums, eh bien, la façon dont le psychédélisme a infusé la musique folk aux États-Unis et en Europe. Premier choix, donc, je ne vais pas parler de la musique psych folk ou acid folk en Turquie, par exemple, ou au Japon, où elle a eu des expressions dans les années 70. La musique folk, eh bien, c'est une musique du peuple, pour le peuple, qui décrit le quotidien du peuple, qui accompagne ces moments de joie et de difficultés, accompagnés d'instruments qui sont souvent réalisés de façon artisanale. Aux États-Unis, ce sont souvent des instruments à cordes, et puis d'autres instruments tels que eh bien, la flûte, l'harmonica, et puis des instruments, des percussions. Toutes choses très faciles à transporter. Ça tombe bien puisque la musique folk, souvent, eh bien, aux États-Unis, décrit les pérégrinations et les difficultés que rencontrent eh bien, les migrants, quelle que soit leur origine, dans les grandes villes, mais aussi pour les colons qui se déplacent vers l'ouest des États-Unis, par exemple. C'est aussi une musique qui entre en résonance avec, aux États-Unis, dès les années 50, 40, 50, sur la côte est, avec la Beat Generation, la musique des hobos et la musique de ceux qui vont écrire et qui vont relater leurs expériences, telles que, bien entendu, Jack Kerouac, avant lui, William Burroughs, aussi Alec Ginsberg, qui vont être des personnages importants dans la musique folk aux États-Unis. Viendront se greffer là-dessus, bien sûr, des personnages comme Bob Dylan, et là je suis déjà en train de parler des années 60, alors qu'avant, des grands noms de la musique folk aux États-Unis, eh bien, il y a Woody Guthrie, par exemple, ou Pete Seeger. En Europe, les instruments sont différents, même si les instruments à cordes sont présents, mais il s'agit souvent du violon, et puis bien sûr tout un tas d'autres instruments, le biniou, la cornemuse, la bombarde, bref, vous en citez, vous pouvez citer absolument et réfléchir à tout ce que vous voulez, bref, des instruments simples, qui peuvent être fabriqués relativement facilement et qui peuvent être transportés, encore une fois, facilement. Dans tous les cas, la musique s'ancre dans des racines profondes de musique traditionnelle, plus ancienne. Le psychédélisme, et oui, à un moment donné, va commencer à infuser tranquillement dans la musique folk, tout d'abord en contribuant à l'électrification des instruments. Et puis aussi, la musique folk, c'est un véhicule pour toutes les contestations. Et donc très rapidement, la musique folk aux États-Unis va se faire le relais eh bien, des mouvements pour la lutte des droits civiques, contre la guerre du Vietnam, etc. Et l'Europe ne sera pas en reste, nous verrons très rapidement. Alors je vais commencer tout de suite par la côte est aux États-Unis, donc milieu plutôt des années 60, New York, avec un groupe qui est extrêmement important, selon moi. Ici, c'est le premier album. C'est le premier album des Fugs. Les Fugs, ce sont des cinglés, clairement, mais des intellectuels aussi. Le groupe est fondé par deux personnages, deux poètes, Tully Kupferberg et puis Ed Sanders, qui eux, clairement, ont lu William Burroughs, ont parmi leurs amis Alec Ginsberg, ils ont lu aussi Jack Kerouac, qui fréquentera d'ailleurs la librairie de Ed Sanders. L'album paraît pour la première fois en 1965. Voici en fait la pochette, quelque part, de la première édition de l'album. Vous allez retrouver effectivement ce côté un petit peu hobo, des personnages qui sont ici, pieds nus, etc. Ici, c'est la réédition de 1966 sur le label ESP Records, et je vais y revenir, c'est un label de jazz au départ, et qui va publier pas mal de musique de ces cinglés qui gravitent et qui définissent vraiment ce qu'est la folk, l'acid folk aux États-Unis.
Le message est souvent contestataire, anticonformiste. Les titres ce ne sont pas de grands musiciens, ce ne sont pas non plus de grands chanteurs. Ils ont plutôt tendance à dire ou à déclamer leur texte, mais tout réside précisément dans le texte. Ce sont des libertins, des libertaires et des anarchistes, très clairement. Et c'est une caractéristique un petit peu de cet acid folk aux États-Unis, en particulier sur la côte Est. C'est l'engagement politique et anticonformiste très fort de ces groupes. Franchement, c'est un superbe album. Il ne faut pas vous attendre aux grandes envolées psychédéliques. Bref, superbe. Ils ont très rapidement été fichés par le FBI, les Fugs, en raison des paroles de leurs chansons. Une influence qu'ils ont aussi très importante, c'est celle de William Blake, par exemple, le symboliste. Et William Blake est un personnage très important dans ses textes qui va influencer énormément de groupes psychédéliques. Les Fugs, voilà mon premier choix. Deuxième choix, c'est un groupe extrêmement important qui montre typiquement la transition de la folk rock, qui s'électrifie, mangeurs d'acide, contestataires, qui vont allonger les morceaux et intégrer bien sûr les expériences psychédéliques dans leurs paroles. Ce groupe, c'est le premier groupe de Grace Slick, c'est The Great Society. Ils jouent en 1965-66 à San Francisco. Il n'y a pas d'album studio qui est enregistré à l'époque. Ce sont que des lives qui sont enregistrés, mais qui ne se reparaîtront qu'en 1968 à la suite du succès de Grace Slick au sein du Jefferson Airplane. Alors, Great Society. Great Society, c'est la famille Slick. C'est Grace Slick qui a épousé Jerry Slick, qui est le batteur du groupe, et au sein du groupe, vous avez un certain Darby Slick, qui est le guitariste du groupe. Les préoccupations sont des préoccupations civiques et aussi des préoccupations relatives à la guerre du Vietnam. Des titres comme Born to be Burned, par exemple, c'est un live, hein, cet album de... Donc à part ce titre, Born to be Burned, eh bien, il y a Daydream Nightmare, par exemple, la préoccupation naturelle écologique, c'est dans Nature Boy, et puis le titre le plus psychédélique, qui est un instrumental qui est absolument formidable sur cet album, c'est Father, qui commence avec un solo de saxophone et qui se termine dans un solo de Darby Slick, d'acid rock absolument superbe. C'est du folk rock psychédélique. Ensuite, bien sûr, Grace Slick va emporter avec elle deux titres fondamentaux qu'elle avait composés pour le Great Society, qui sont White Rabbit et Somebody to Love. Et tout ça, c'est une autre histoire au sein du Jefferson Airplane. Great Society. Un artiste extrêmement important pour moi dans la folk psychédélique aux États-Unis. Et ce n'est pas forcément cet album-là qui est en premier évoqué, parce qu'il est fréquemment désigné comme un des représentants de l'acid folk ou du psych folk. C'est Tim Buckley, bien sûr, et moi, mon choix va immédiatement sur le premier album de Tim Buckley, sur Elektra Records, en 1960, il sort en 1966. À ce moment-là, Tim Buckley, son groupe, c'est principalement 3 personnes. C'est lui, bien sûr, Tim Buckley, avec cette voix extraordinaire, un grand compositeur, à la fois de texte et de musique. C'est le guitariste Lee Underwood, influence plutôt jazz. Et enfin, c'est le poète Larry Beckett, qui va accompagner Tim Buckley sur les 2 premiers albums de Tim Buckley, 66. Le deuxième album que je signale, que je mets ici, même si ce n'est pas celui que je voulais évoquer, celui-ci, c'est celui qui est le plus souvent évoqué pour illustrer le côté acid folk de Tim Buckley, c'est Goodbye and Hello, qui paraît en 1967, qui est une pure merveille, nous sommes d'accord. Mais celui-ci, vous ne pouvez pas rêver mieux que l'introduction I Can't See You. Quelle énergie, quelle pêche, et cette guitare et cette voix, bien entendu. Bref, on est plutôt dans des titres relativement assez rythmés. Alors, en Angleterre, bien entendu, aussi,
Alors justement, je pense qu'immédiatement pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui apprécient la musique folk, folk rock, acid folk, freak folk, psych folk, vous allez immédiatement penser à des groupes comme Fairport Convention ou The Incredible String Band. Et aussi à Donovan. Alors moi je préfère, ou en tout cas je choisis de parler de cet album de 1967 qui est entre Sunshine Superman qui paraît en 1966 et puis celui qui va paraître en 1968, c'est The Gift of a Flower to a Garden qui est un coffret de 2 albums. Non, celui de 67 c'est Mellow Yellow et effectivement je l'aime beaucoup. Alors cet album de Donovan, bien sûr c'est de la folk. C'est de l'acid folk dans les titres et dans les paroles. Il fait référence par exemple effectivement aux hippies dans les rues. Il est dans son temps complètement. Et puis il a cette voix qui me rappelle beaucoup la voix qu'adoptera un certain Nick Drake, dont je vais parler bien sûr et qui fait partie de ma sélection. Petite anecdote, la pochette est dessinée par un certain Mick Taylor, le guitariste qui intégrera le John Mayall et les Blues Breakers et puis aussi les Rolling Stones plus tard. Petite anecdote. Retour aux États-Unis. Retour sur ESP Records. Là j'ai mis un trio. C'est-à-dire que j'ai choisi de vous présenter 3 albums, en fait le premier surtout. Donc ESP Records, des grands cinglés, d'accord, mais pas que. Avec un groupe ici, le groupe de Tom Rapp. Le premier album de Pearls Before Swine, on pourrait traduire par de la confiture au cochon, si vous voulez. Magnifique, avec cette voix un petit peu nasillarde, il zozote également un petit peu, et ça donne à son chant quelque chose de pratiquement gothique, quelque chose d'étrange. Les textes sont oniriques, et bien entendu électrifié, c'est de l'acide folk, il n'y a aucun doute. Ça c'est le premier, je vous parle du deuxième que j'aime beaucoup également, toujours sur ESP Records. Celui-ci c'est celui qui apparaît le plus fréquemment dans les sélections relatives à la folk psychédélique aux États-Unis. C'est le deuxième album de Pearls Before Swine, c'est Balaclava, superbe pochette. Petit à petit, au fur et à mesure des albums, Tom Rapp, son emprise va augmenter, et puis finalement, le Pearls Before Swine, ce sera Tom Rapp, et puis Tom Rapp tout seul, il n'y aura plus de Pearls Before Swine. Mais on est dans une acid folk absolument merveilleux, les textes sont très très beaux, encore une fois éthérés, oniriques, mais avec un côté contestataire qui est évident, en particulier les préoccupations relatives à la guerre, à l'engagement des États-Unis au Vietnam. Superbe. Et, troisième, cette fois-ci, Pearls Before Swine, devant le petit succès que remportent les 2 premiers albums, va signer chez un plus gros label, Reprise, pour peut-être l'album qui a eu le plus de succès du groupe. Encore une fois, le groupe pratiquement s'occupe des musiciens du studio qui accompagnent Tom Rapp. C'est These Things Too, qui sort en 68 également. Super. La folk, je disais, c'est un véhicule souvent pour diffuser les protestations, des contestations, les difficultés rencontrées, les oppressions. Et puis, à la fin des années 60, la musique folk et la folk psychédélique va aller un petit peu au-delà. Et elle va évoquer de plus en plus des préoccupations personnelles, des sujets tels que la mélancolie, la dépression, la solitude, le suicide, bref, pas forcément d'une très grande gaieté, mais c'est un aspect qui est extrêmement important dans la musique folk, rock, psychédélique et acid folk aux États-Unis. Un groupe qui permet d'illustrer cela très très bien, c'est The Earth Opera. Cet album, c'est le premier album du groupe.
qui sort en 1968 sur Elektra Records. Il faut savoir que Earth Opera accompagnera fréquemment, au début en tout cas en 67-68, sera la première partie des Doors qui a signé sur le même label. Bref, c'est un superbe album qui est... alors là, hop, c'est peut-être plus clair comme ça. Deux fondateurs principaux, Peter Rowan et David Griezmann. Alors là, les paroles en particulier sur deux titres, Time and Again, voilà, vous avez tout, c'est une pure merveille d'acid folk qui évoque justement la solitude. C'est impossible de ne pas être ému par ce titre qui est absolument formidable. Death by Fire aussi, toujours sur la deuxième phase. Bref, c'est un superbe album. Il a une voix, c'est Griezmann, je crois, si je ne me trompe pas, le chanteur. Il a une voix qui vous donne l'impression d'être fausse. C'est-à-dire qu'il donne l'impression de... C'est très fort quand même. De donner l'impression de chanter faux alors qu'il chante juste. Mais ça donne quelque chose de très étrange. Suis-je clair? Non, peut-être pas. Bon, bref. À écouter absolument. Formidable. Alors, une autre artiste qui, elle, fait partie de la scène folk des années 60 aux États-Unis, c'est Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie, je vais passer sur la polémique relativement à son origine Cree, véritable ou pas véritable, peu importe, elle a eu effectivement un rôle très important pour attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par les Indiens, les Amérindiens, donc les peuples indigènes aux États-Unis. C'est une militante des droits des Amérindiens, donc c'est un personnage important, qu'elle soit d'origine indienne ou pas, après tout, je m'en fiche personnellement. Par contre, elle va réaliser un album qui sort en 1969 et qui montre à quel point elle peut aussi être avant-gardiste, visionnaire, dans son approche de la musique folk. Cet album, c'est Illuminations, qui sort en 1969. La particularité de cet album, indépendamment des titres, qui sont tous absolument formidables, c'est que pratiquement, il n'y a pas d'instrument classique. Il y a un titre sur lequel il y a une guitare, je crois, une guitare électrique, il doit y avoir une rythmique sur deux ou trois autres morceaux, et sinon, sa voix, l'ambiance musicale est électronique. C'est une des premières fois où un artiste va utiliser des synthétiseurs, les premiers synthétiseurs aux États-Unis. Donc sa voix est modifiée et altérée, l'ambiance musicale est créée par le synthétiseur, 1969, je rappelle. Et c'est le tout premier disque qui est enregistré, et oui, bien avant les Who, bien avant d'autres, en quadrophonie. Donc c'est un album qui est en avance sur son temps, qui ne va rencontrer aucun succès, et pas parce que parce qu'il n'a aucun intérêt, parce que les gens ne se sont pas intéressés à ce côté novateur, c'est qu'à la fin des années 60, à son insu, et sans qu'elle fût au courant de cela, elle a été victime d'une censure imposée par le gouvernement états-unien, imposée à qui? Aux DJ des radios. Un autre groupe de New York, encore une fois. Là, on est carrément avec les Fugs, on était dans le mouvement libertaire, contestataire, anarchiste, et bien là c'est la même chose, là c'est un petit peu plus tard, l'album sort en 1970. Le groupe c'est Yama and the Karma Dusters. Bon, côté lutte, vous l'avez sur la pochette, et par la pochette qui est par ailleurs superbe, il existe deux versions de la pochette. Celle-ci avec un point qui sort effectivement up from the sewers, c'est-à-dire hors des égouts, un point, mais il y en a une autre pochette avec une rose. Sort en 1970 sur un label assez obscur, quasiment autoproduit. La première face, encore une fois, c'est la dénonciation de la guerre au Vietnam sur plusieurs titres, l'aspect libertaire, anarchiste, qui est dit dans les paroles, avec des instrumentations souvent assez simples, qui rappellent en mieux quand même les Fugs. Et puis la deuxième face, vous avez des titres superbes d'acid folk, extraordinaire à découvrir absolument. C'est une merveille pour les amateurs de folk et puis des groupes qui ont eu un investissement politique important et qui l'ont dit
Retour en Angleterre pour, bien je l'avais évoqué au tout début, c'est un artiste qui pour moi est voilà, très très cher à mon cœur, mais tu l'as déjà dit, ça, oui mais c'était pas pour lui. Alors c'est Nick Drake. J'aurais pu choisir parce que c'est probablement celui qui est le plus acid folk, le premier album de Nick Drake. Bah non, je vais choisir le dernier en fait, où il est seul, où il va jouer de tous les instruments, où là il est clairement dans une phase difficile, il n'a rencontré aucun succès, hein. Il a signé chez Island Records et tous ses disques n'ont pratiquement aucun succès, donc il déprime et malheureusement il va se suicider. Et cet album qui sort en 1972, Pink Moon bien sûr, est bien minimaliste, mais voilà, qui dégage une émotion tellement forte. Et avec le titre, l'enchaînement des deux premiers titres, Pink Moon et puis Place to Be, bon, voilà, vous êtes emporté, c'est d'une puissance absolument extraordinaire. Nick Drake ici, c'est une réédition de l'album Les Présages originaux. C'est difficile à se procurer. Ou bien alors, il faut casser les tiens. Bref, je termine maintenant. Allez, en France, bah oui, pourquoi pas. Avec un album qui sort en 1972 par une artiste extraordinaire, dont la voix peut parfois agacer, en tout cas le ton qu'elle adopte et les paroles qu'elle dit, elle compose toutes les paroles. Mais là on va retrouver l'aspect contestataire, politique, et aussi, ce que je disais tout à l'heure, cette évocation des difficultés psychologiques parfois rencontrées par elle en particulier, la mélancolie, la dépression. Elle, c'est qui? C'est Catherine Ribeiro, et avec son groupe Alp, et son compagnon de l'époque, Patrice Moulet. Je disais tout à l'heure, dans la musique folk, les musiciens fabriquent souvent leurs propres instruments. Et bien, Patrice Moulet, c'est le cas. Lui, il fabrique ses instruments. C'est un album d'acid folk totalement halluciné, avec une pochette légendaire. En tout cas, l'intérieur de la pochette, vous avez d'un côté une dame, une états-unienne, vous suspectez bien, indifférente, en tout cas tranquille, dans son bain, dans son tonneau, avec son petit téléphone, et d'un autre côté une photo prise pendant la guerre du Vietnam. Vous comprenez bien donc l'implication politique de ce disque. C'est des titres voilà, très très longs, Paix et puis un jour la mort, justement, où elle évoque sa dépression, sa tentative de suicide. Et les trois premiers morceaux sur la première face, c'est plus des titres à la coloration politique. Par contre, la musique de Patrice Moulet, elle est absolument sublime. On va retrouver donc l'aspect acide, psychédélique et krautrock, vraiment, avec ces pulsations qui reviennent, et puis ces sonorités qui sont absolument extraordinaires. C'est un grand album, selon moi, d'acid folk français. Catherine Ribeiro, plus Alp. L'album sort chez Philips en 1972. Voilà, je vous ai dit, une dizaine d'albums. Est-ce que je vous entends hurler ou non? C'est des bon. Ok, il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées, mais c'est mon choix. Il y a plein de choses évidentes, plein d'albums évidents. J'ai préféré choisir ceux-là qui sont peut-être un peu moins évidents. Voilà, Vince, it's me, cares about.